Pour elle, tout a basculé en moins d'un mois. 21 juillet dernier, Joe Biden, sous pression, annonce qu'il renonce à la présidentielle américaine. Dans la foulée, il lance la candidature de sa vice-présidente, Kamala Harris. Le temps est alors compté avant l'élection du 5 novembre, mais tout va très vite pour l'ancienne procureure de Californie. Le Parti démocrate la soutient immédiatement comme un seul homme et la dynamique jusque-là en faveur de Trump commence à s'inverser. 3 invités en studio ce matin alors que s'ouvre aujourd'hui à Chicago la convention démocrate qui va officiellement investir Kamala Harris en tant que candidate. Avec nous, Ludivine Gili, bonjour. Bonjour. Directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean Jaurès. Thomas Negaroff, historien. Bonjour, Bonjour Thomas, Alexis. spécialiste des États-Unis, on vous connaît bien sur Inter. Et Fred Hoffman, porte-parole des Democrats Abroad, un peu le représentant du Parti démocrate en France. Bonjour à vous. Bonjour. Et chers auditeurs, auditrices, on attend bien sûr vos questions au 01 45 24 7000 et via l'application France Inter. Alors je vais commencer par la question qu'on n'aurait pas imaginé poser il y a un mois. Ludivine Gili, Kamala Harris a-t-elle de bonnes chances de devenir la première présidente des États-Unis ? En tout cas, elle a des chances maintenant. Si on se projette un mois en arrière, avec la dynamique qui était enclenchée du côté démocrate et du côté républicain, on voyait mal comment les États-Unis pouvaient échapper à une deuxième présidence Trump. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup de temps avant l'élection, donc 2 mois et demi. voilà, rien n'est fait, loin de là. L'élection aurait lieu aujourd'hui, ce serait extrêmement serré, avec potentiellement un léger avantage à Kamala Harris, mais toutes les enquêtes qu'on a dans les swing states qui vont déterminer l'élection sont dans la marge d'erreur, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, la dynamique qui est enclenchée est très clairement du côté démocrate, et on voit que du côté républicain, on commence à avoir de l'affolement. Et on change peut-être de stratégie, on va y revenir. Thomas Negaroff, il y a vraiment, alors je ne sais pas si on peut parler de bascule, mais en tout cas de dynamique qui s'inverse, y compris dans les États clés qui vont jouer pour l'élection. Oui, en tout cas, moi je crois que l'expression de bascule, elle est assez juste, parce que honnêtement, il y a un mois, comme le disait Ludivine il y a un instant, la victoire de Donald Trump faisait pas beaucoup, il y avait pas beaucoup de suspense parce que il y avait aussi la tentative d'assassinat, souvenez-vous, il y avait cette empathie Cette aura autour de lui, Trump. effectivement, et on commençait à se dire qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Il faut regarder les électeurs américains dans leur tripartition, je parle pas de la France, je parle des États-Unis, entre les démocrates, les républicains et les indépendants, ce gros paquet de 60% d'Américains qui font l'élection américaine. Quand c'était Joe Biden encore le candidat, les indépendants allaient plutôt du côté de Donald Trump. Depuis un mois, on voit une inversion totale et désormais beaucoup d'indépendants qui étaient un peu réticents à l'idée de voter pour Joe Biden vont vers Kamala Harris et même assez largement. Et donc, je suis pas en train de dire que Kamala Harris va gagner la présidentielle, mais quand vous parlez de bascule, oui, il y a une bascule. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, il y a une bascule dans l'opinion américaine au profit de Kamala Harris et au profit des démocrates. Et Fred Hoffman, ce qui est aussi assez impressionnant, je disais, c'est qu'en quelques semaines, elle a convaincu le Parti démocrate, enfin l'essentiel du Parti démocrate, elle a obtenu le soutien des grands élus, des donateurs, elle a récolté 100 millions de dollars en quelques jours. Est-ce que vous sentez cet enthousiasme-là, cet espoir, et comment vous l'expliquez ? Ah oui, absolument. C'est si évident depuis vraiment le début déjà. Et on voit que ça continue. Il y a vraiment un enthousiasme dans le parti. Et on voit que maintenant, elle attire déjà d'autres personnes qui, par exemple, les indépendants ou même d'autres démocrates qui ne voulaient pas peut-être voter pour Biden. Les jeunes, souvent, certaines personnes, beaucoup de femmes maintenant aussi en masse vont voter pour elle. Elle est dynamique déjà. Les gens commencent à connaître mieux Kamala Harris qu'avant déjà. Et elle voit qu'elle est capable de gérer le pays déjà et d'amener d'autres gens. On voit vraiment un enthousiasme qu'on n'a pas vu depuis Obama, je veux dire. Et pourtant, elle a été jusque-là une vice-présidente plutôt effacée, même contestée, pour reprendre les mots de mon confrère Piotr Smolar, qui est correspondant du Monde aux États-Unis. Est-ce qu'elle a changé ou est-ce qu'on la regarde différemment depuis qu'elle est en lice pour la présidentielle ? Fred Hoffman. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà le vice-président n'est pas élu comme le président. Et en fait, elle va faire ce que le président demande déjà. Elle avait plein de dossiers. Mais une autre chose que je dis chaque fois, c'est parce qu'on avait des attentes, première femme vice-présidente, première femme de couleur, des attentes en plus qu'on envoyait
envoyée comme procureure, sénatrice, comme elle était, je crois que les gens étaient un peu déçus parce qu'ils n'ont pas vu. Mais finalement, on sait qu'elle était toujours à côté de Joe Biden. Elle a bossé beaucoup sur les dossiers. Et maintenant, le fait qu'elle est mise en avant, on voit qui c'est et qu'est-ce qu'elle a fait depuis quelques années. Thomas Negerov. Oui, et puis n'oublions pas que le vice-président a surtout pour vocation de ne pas faire de l'ombre au président. Il doit permettre la victoire présidentielle en apportant à d'autres États. Ouais. Il est par nature effacé. Donc en fait, effectivement, il y avait une méconnaissance de ce qu'est un vice-président on attendait beaucoup d'elle. Et effectivement, il y a eu une forme de déception, mais parce que ça ne correspondait pas. Il fallait surtout pas qu'elle vieillisse Joe Biden, qu'elle l'affaiblisse en étant trop présente. Désormais, les Américains commencent à la découvrir et c'est ça l'enjeu de la convention qui commence aujourd'hui, c'est présenter la candidate aux Américains, au grand public américain. C'est ce que j'allais vous demander, Ludivine Gilly, parce que donc on a compris qu'il y avait cet élan depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui va se jouer là pendant cette convention, pendant 4 jours? Il y a 50 000 personnes attendues à Chicago. Elle a déjà le soutien des délégués, donc ça c'est une pure formalité. Qu'est-ce qui se joue pour elle là? Alors ça n'est même pas une formalité, elle a déjà officiellement été déclarée candidate et le Parti démocrate a envoyé les 2 noms, le ticket, Kamala Harris, Tim Walz, dans les États fédérés, son colistier, pour que officiellement les 2 noms puissent figurer sur les bulletins de vote dans l'ensemble des États. Donc officiellement, c'est fait. Ce qui va se passer lors de la convention démocrate, c'est de l'affichage. Donc c'est à la fois l'occasion pour le Parti démocrate en interne de se retrouver, d'échanger. Il va y avoir de nombreuses réunions de caucus et de conseils. Donc les caucus, ce sont les femmes, les noirs, les asiatiques, les hispaniques, etc. Les conseils, ce sont des réunions sur des thématiques, la ruralité, la jeunesse, la pauvreté, etc. Donc échanger en interne sur le programme, sur ce qu'on veut bâtir ensemble. Mais également, un des gros enjeux, évidemment, c'est le message que le Parti démocrate va vouloir projeter à l'extérieur. Et là, l'enjeu, c'est de faire connaître Kamala Harris, de faire connaître Tim Walz, de faire passer des messages sur l'économie, par exemple. Alors, on va revenir sur le programme, rapidement sur la convention. Sur scène, il y aura 3 présidents, Biden, Obama, Clinton. Je pense à Obama notamment, parce qu'on a tendance à faire le parallèle naturellement. Il va jouer un rôle important, Ludivine Gilly. Obama est aujourd'hui la figure principale, si l'on écarte le président en exercice, du Parti démocrate. Le fait que Barack Obama et Michelle Obama, qui va parler également, se soient prononcés un peu plus tardivement que d'autres, après Nancy Pelosi par exemple, pour soutenir Kamala Harris, ça a vraiment déclenché la certitude que Kamala Harris allait être la personne soutenu par le Parti démocrate. Et donc le soutien de Barack Obama et tout ce qu'il va pouvoir dire, tout ce qu'il va pouvoir apporter en termes d'élan et de dynamique, ça va être capital pour Kamala Harris. Le premier discours, c'est Joe Biden tout à l'heure. Il y a Jill Biden qui va prendre la parole, Bill Clinton, il y aura Barack Obama, Michelle Obama, et puis des stars. On évoque Beyoncé, on évoque Taylor Swift. C'est pas anodin, c'est important parce que ça apporte peut-être des millions de jeunes électeurs qui hésiteraient à aller voter. Et le dernier discours, c'est le discours d'acceptation de la nomination qui sera donc prononcé par Kamala Harris, ça sera dans 3 jours. Et ce discours-là, il est capital parce que elle va dire qui elle est, elle va essayer de montrer qu'elle est une bonne oratrice. Et là, ça va être difficile après Barack Obama, qui lui était un orateur extraordinaire. C'est un exercice sur lequel on la connaît peu. Ces grands discours au peuple américain. Oui, exactement. Et donc elle doit se présenter. Et puis on espère un rebond parce qu'après chaque convention, et les historiens le racontent, ça dure pas très longtemps, hein, mais il y a un petit rebond de quelques jours, quelques semaines parfois. Le plus important rebond en termes de popularité, c'est Bill Clinton en 92. Il gagne 12% d'opinion favorable après la convention parce qu'il était méconnu. Un peu comme Kamala Harris, bien plus que Kamala Harris en vrai. Fred Hoffman, en tant que démocrate, vous, à la base du parti, on attend quoi des 4 jours qui viennent? Sur quoi vous allez la tester, si je puis dire, Kamala Harris? Sur quoi vous l'attendez? Non, mais c'est déjà ce que vous avez dit, de découvrir un petit peu plus déjà qui elle est. Et en plus ses programmes à venir. Mais je voulais juste dire une autre chose, il y a aussi Hillary Clinton qui va parler aussi. Et si on compare la convention républicaine, il n'y avait pas un président. Alors ça veut dire quelque chose aussi, il y avait des gens qui ne voulaient pas être présents autour de Donald Trump. Mais pour revenir à ce que vous m'avez posé comme question, je pense vraiment que c'est déjà de découvrir un petit peu plus sur ces programmes, parce qu'elle avait juste dit quelques mots un petit peu la semaine dernière, ce programme économique, etc. Les gens veulent savoir un petit peu plus.
Et de nouveau, je pense avec tous les invités, on va avoir une ferveur qui va continuer d'amener les gens déjà de voter, etc. Ouais. Alors, ce programme, justement, est-ce qu'on sait, Ludivine Gilly, jusqu'à quel point elle est progressiste sur les sujets sociétaux, jusqu'à quel point, en matière économique, elle est plus à gauche ou moins à gauche que Biden? Quel est son curseur? Est-ce qu'on en sait vraiment quelque chose aujourd'hui? C'est difficile, en fait, de cerner Kamala Harris, parce qu'en fait, dès qu'elle a commencé à faire campagne, c'était initialement en Californie, qui est un État progressiste, et elle a toujours été extrêmement prudente dans sa manière de faire campagne, à la façon dont elle se positionnait. Le résultat, c'est que aujourd'hui, alors peut-être un peu moins depuis qu'elle a dévoilé certaines des mesures économiques et depuis qu'elle a choisi son colistier, on avait des difficultés à savoir exactement comment elle se positionnait. Et une des manières dont c'est présenté, c'est le fait qu'elle n'est pas doctrinaire, elle n'est pas positionnée de tel côté ou de tel autre côté du camp démocrate, elle est pragmatique et elle regarde les sujets en se positionnant de la manière qui lui semble la plus appropriée sur tel ou tel sujet. Le fait qu'elle ait choisi Tim Walz comme colistier en dit quand même beaucoup sur l'orientation qu'elle pourrait donner et qui ne serait pas vers la droite du Parti démocrate. C'est quelqu'un qui a mené des politiques de plutôt progressistes dans son État du Minnesota. Oui, si tout à fait. Elle vient de dévoiler, vous le disiez, son programme économique très axé classe moyenne, allègements fiscaux pour 100 millions d'Américains, prime à la naissance, chèque pour l'achat d'un logement, lutte contre l'inflation. Lutte contre l'inflation, tiens, Thomas Tegaroff, ça a été la faiblesse de Biden, en tout cas ce qu'on lui reproche. Là, elle a compris qu'il ne fallait pas se louper là-dessus. C'est la difficulté. Après, elle a des bons chiffres là qui viennent de sortir. L'inflation ralentit vraiment très fortement aux États-Unis, et tant mieux pour elle, parce que pour le coup, c'est le caillou dans la chaussure. Et plus largement, ce caillou, c'est d'être la candidate de la rupture dans la continuité. C'est très difficile pour elle, parce que il faut qu'elle apparaisse comme Joe Biden va prendre la parole. Il y a une grande émotion autour de Joe Biden. Il faut qu'elle apparaisse aussi comme le successeur de Joe Biden. Et solidaire du bilan, forcément. Et solidaire du bilan. Elle était quand même la vice-présidente, même malgré ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Elle est pas uniquement, elle arrive pas après Barack Obama. Entre les deux, il y a quand même eu quelqu'un, et elle a été la vice-présidente. Donc elle doit assumer ça, mais elle doit remettre une énergie quelque part. C'est autour des classes moyennes. Ça fait 20 ans que les démocrates évoquent les classes moyennes, qu'ils tentent de les draguer. Le programme qu'elle a annoncé est un programme qui est pas tellement financé, faut quand même le dire, qui rase largement gratis, qui fixe des prix quasiment administrés, ce qui rend dingue les républicains qui évoquent le communisme de Kamala Harris. Donc on est quand même dans un flou, on est dans un moment aussi très populiste chez les démocrates comme chez les républicains, où on annonce beaucoup de choses. Après, on sait bien que quand on est au pouvoir, c'est un peu différent. On va partir au standard parce qu'on a une question sur ce programme. Bonjour Dominique, vous nous appelez de Toulouse. Oui, c'est à vous. Bonjour à tous, merci de prendre ma question. Alors voilà, Joe Biden a fait beaucoup de choses positives, en particulier le chômage a beaucoup baissé, l'inflation baisse. Alors ils ont un caillou dans leurs chaussures, c'est vrai, c'est l'immigration, mais ils ont fait des travaux pour des structures. Et comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à le mettre en vitrine, en valeur, pour vendre, entre guillemets, le bilan de Biden. Oui, c'est le bilan de Joe Biden. Et de le mettre en exergue, en vitrine pour convaincre. Et donc, ça passe un peu à la trappe. Je trouve ça tout à fait dommage. Voilà. Merci Dominique là-dessus. Qui veut répondre, Ludivine Gilly ? Oui, alors... Sur le bilan économique, je pense qu'il y a deux choses à distinguer, c'est-à-dire que certains chiffres sont très bons et d'autres ne le sont pas. Quand on compare la situation aujourd'hui aux États-Unis à celle qui était celle du pays en 2020, de nombreux indicateurs sont au beau fixe. Le taux de chômage n'a jamais été aussi faible. Wall Street enregistre des scores malgré les quelques soucis il y a quelques jours. En revanche, les chiffres auxquels la population prête attention et qui affectent directement son quotidien, ceux-là ont eu un passage à vide, le pire étant en juin 2022. Depuis, ça s'améliore, mais la situation n'est pas aussi bonne qu'en 2020 et surtout, la perception n'est pas bonne. Je parle des prix de l'alimentation, je parle des prix de l'essence, je parle des emprunts immobiliers, des prix qui affectent directement les gens au quotidien. Et notamment les couches populaires, Fred Hoffman. Est-ce qu'elles ne sont pas déjà perdues, les couches populaires, pour le Parti démocrate ? Est-ce qu'il y a un enjeu encore pour tout à fait. reconquérir C'est pour ça aussi, c'est ça que
Kamala Harris la semaine dernière, elle a adressé tout ça. Elle veut améliorer la vie des Américains, surtout le moyen classe. Et elle parle beaucoup de ça. Elle reconnaît qu'il y a des gens qui, fin de mois, et voient qu'ils n'ont pas assez d'argent, ne peuvent pas payer leurs factures, etc. Et c'est pour ça que j'attends de voir exactement ce qu'elle va dire cette semaine sur tous ces sujets. Thomas, oui, parce que on évoque beaucoup chez nous Gaza, l'international. Pour les Américains, la question c'est toujours la même tous les 4 ans, c'est la situation pour vous est-elle meilleure qu'il y a 4 ans? Are you better off qu'il y a 4 ans? Et ça, à chaque fois, c'est la question que vont se poser les Américains. Est-ce que leur situation économique est meilleure qu'il y a 4 ans? Si la réponse est non, ils iront du côté de l'alternative. L'alternative, c'est Donald Trump. Est-ce que c'est oui? Est-ce que la situation, n'est pas, mais est-ce qu'elle est meilleure qu'il y a 4 ans? Et dans ces cas-là, ils iront vers la continuité, vers le Parti démocrate. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps, quand on regarde les enquêtes d'opinion, les électeurs font confiance aux démocrates sur la question économique. Ce qui n'était pas une habitude depuis les années 90. Alors tout de même, quand même, vous parliez de Gaza, le Proche-Orient, parce que c'est une convention sous très haute sécurité, sous la pression de potentielles grandes manifestations pro-palestiniennes. Kamala Harris, elle se distingue pour le coup un peu de Joe Biden là-dessus. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Elle apparaît un peu plus sévère avec Israël. Est-ce que c'est une conviction profonde? Est-ce que c'est par opportunisme politique, Ludivine Gili? Alors, là encore, elle est restée relativement floue. Sur le fond, on sait qu'elle soutient Israël à 100%, comme la très très grande majorité des démocrates et des républicains de l'ensemble du personnel politique aux États-Unis. Il y a une nuance par rapport au discours de Joe Biden, c'est le souci qu'elle affiche pour la population civile, la question sanitaire, la protection des Palestiniens. Mais sur le fond, elle ne s'est pas prononcée, par exemple, en faveur d'un embargo sur les armes des États-Unis envers Israël. Donc, sur le fond, pas de grande différence. En revanche, j'ai vu passer il y a quelques jours une enquête d'opinion que j'ai trouvée assez intéressante. Elle est perçue par les républicains pour être pro-palestinienne. Pas forcément par les démocrates, qui la jugent à peu près sur les mêmes postures que Joe Biden, légèrement moins pro-israélienne, mais elle est perçue par le camp adverse comme étant pro-palestinienne. J'aimerais qu'on parle quand même justement du camp d'en face et de la stratégie qui s'adapte. On sent Trump un peu désarçonné. C'est toute la stratégie de campagne à revoir, Thomas Tegrave, pour les Républicains. Ils s'attendaient à affronter Joe Biden, à l'attaquer sur l'âge. Ouais, Joe Biden, c'était le meilleur des candidats pour Donald Trump. Kamala Harris, c'est la pire des candidates pour Donald Trump parce que il sait pas comment l'attaquer. Hier encore ou avant-hier, il disait sur scène, tout le monde dit qu'elle est belle, je suis plus beau qu'elle. Enfin, voilà. On est sur des attaques très personnelles. Sur le corps, sur la des question du corps. Autant la bataille des corps était favorable à Trump face à Biden, autant là c'est plus compliqué. Il sait pas comment l'attaquer parce que s'il l'attaque comme il le fait d'habitude, il va être accusé de machisme, de racisme, et c'est vers ça qu'il est en train de tomber. Donc c'est pas facile. Et on attend avec impatience le 10 septembre prochain sur ABC. Il y aura le premier débat, peut-être le seul entre les deux. Fred Hoffman. Non mais est-ce qu'on peut être honnête? On a un criminel en face de nous. Quelqu'un qui était prononcé coupable de 34 chefs d'accusation. C'est un prédateur sexuel. C'est ce type de personne on veut pour le président. Mais est-ce que ça a un impact ça, sur l'électorat américain, sur l'électorat conservateur? Pas pour le petit culte, le secte qu'il a, les fans de Donald Trump. Ça va pas changer. On sait, on va pas attirer ces gens-là. Ça va rester la base, va pas changer. Mais une autre chose, la vision de Donald Trump, c'est si négative tout le temps. Déjà, une autre chose, il n'arrive pas de proposer quelque chose. Chaque fois, il dit vote pour moi, votez pour moi, mais il dit pas pourquoi et comment il va réussir avec les programmes. Il y a rien. En plus, excusez-moi, mais c'est indigne de toujours insulter quelqu'un. Tout le monde, elle a un petit surnom pour tout le monde. Pour moi, c'est jour et nuit avec les deux candidats. Ludivine Gili, il reste, on le disait, 2 mois et demi de campagne. Rien n'est fait. Comment il peut, Trump et ce camp républicain, comment ils peuvent tenter de reprendre le leadership, si je puis dire? Je me garderais bien de leur donner des conseils. Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'en fait, Donald Trump fait du Donald Trump 2016, c'est-à-dire il va à fond dans ses travers. Empire. On voit que le Parti républicain, une partie des républicains tente de le ramener sur les sujets. Il s'est fait réprimander à la télé par Nikki Haley, qui lui a dit qu'il fallait arrêter ce genre de discours et qu'il fallait parler des sujets de fond. Et on a vu ce week-end la droite
américaine, s'en prendre aux instances républicaines qui essaient de ramener Trump sur le droit chemin, entre guillemets, en disant « mais non, mais pas du tout, il faut laisser Trump être Trump ». Donc on voit que du côté républicain, c'est vraiment... pas vraiment, comment gérer cette Exactement. campagne. On va aller vers une forme de démonologie. On va attaquer Kamala Harris de plus en plus sur la personne qu'elle est pour dire aux Américains, vous aimez peut-être pas la proie, c'est moi Donald Trump, mais l'ombre elle est encore pire encore, et c'est ainsi qu'il espère remporter la victoire. C'est possible, il y a un chemin. Rapidement, Fred Hoffman, Ouais, mais on c'est s'était juste- déjà posé la question en 2016, Oui, est-ce que les Américains tout simplement sont prêts à élire une femme? Ah oui, absolument. Je pense absolument. Ça, vous pensez Il que y c'est aura acquis? toujours quelqu'un qui non, mais Mhm. absolument. Ouais. Déjà avec Hillary Clinton, n'oubliez pas, elle a gagné l'élection, même si elle n'a pas gagné, elle a gagné avec le Elle a eu vote plus de voix. populaire. Mais je pense absolument, et on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup Fred Hoffman, Ludivine Merci à Gilly, vous. Thomas Negarov pour cette analyse à 2 mois et demi, donc maintenant du 5 novembre et de cette élection présidentielle américaine. Bonne journée à tous les trois.